Chers téléspectateurs, bonjour. Voici une nouvelle édition de Livres libres pour laquelle j'ai le plaisir de recevoir deux auteurs dont les travaux sont parfaitement complémentaires et qui ont trait à un sujet capital, le mondialisme. Alors, le premier d'entre eux, à ma droite, Monsieur Pierre Hilard. Monsieur Hilard, vous êtes né en 1966, vous êtes docteur en sciences politiques. Vous avez été professeur de relations internationales à l'École supérieure de commerce de Paris, sauf erreur de ma part. Exact, oui. Et vous êtes un auteur extraordinairement prolixe. Vous avez publié Atlas du mondialisme. Atlas du mondialisme, un superbe ouvrage que je présente ici. La décomposition des nations européennes, la fondation Bertelsmann et la gouvernance mondiale, la marche irrésistible du nouvel ordre mondial, j'espère qu'elle est un peu résistible quand même, nous en parlerons. Destination Babel. Voilà. Ça change tout. La guerre secrète contre les peuples avec Claire Séverac. Une préface. Voilà. Ah oui, pardon, préface. Le mondialisme en archives, sous-titre. Alors, En fait, le titre, c'est Archives du mondialisme. Archives du mondialisme, pardon. Archives du mondialisme, qui va nous occuper plus particulièrement. C'est le tome 2. Archives du mondialisme, avec un sous-titre étonnant, de la guerre contre l'Ancien et le Nouveau Testament. Voilà. Vous nous en direz un mot tout à l'heure. Je présente également... Et sionisme et mondialisme, qui est une de vos dernières publications. Tome 3, voilà. Alors, voilà une véritable somme. Et je présente également Monsieur Pierre-Antoine Plaquevent. Monsieur Plaquevent, vous avez publié aux éditions Culture et Racines Soros et la société ouverte. Vous nous direz ce que c'est que cette société ouverte au sujet de Soros, un des personnages clés de ce mondialisme. Vous dirigez un think tank, c'est cela, comme une société de pensée, je n'ose le dire, Stratégica, et aussi un portail métapolitique, les non-alignés. C'est cela. Voilà. Eh bien, je vais commencer par vous, si vous le voulez bien, puisque nous y sommes. Alors, dites-nous un mot de ce Soros. Est-il un homme qui a l'importance qu'on lui prête dans l'opinion publique et plus encore dans votre ouvrage? Il est l'un des personnages clés du mondialisme contemporain. Ce que j'ai voulu montrer dans mon livre, en fait, c'est d'abord sa biographie, ensuite ses influences philosophiques et intellectuelles, et ensuite les moyens qu'il a mis en œuvre au travers de son réseau d'ONG, l'Open Society Foundations, la manière dont il agit, différents champs d'action et théâtres d'opération pour ces ONG. Je me suis concentré dans ce livre sur l'aspect migratoire, sur les révolutions, les changements de régime politique, les changements sociétaux comme la légalisation des stupéfiants, pour lesquels ces ONG sont très actives. Et enfin, j'ai inséré sa philosophie et son action dans le cadre plus large des autres courants du mondialisme auxquels il appartient et auxquels il se réfère parfois, mais plus discrètement que d'autres. Puisque, en fait, ce qui est intéressant d'étudier ce personnage, c'est qu'il est vraiment... c'est quelqu'un qui est vraiment dans l'idéalisme pratique, quoi. Il met vraiment ses idées en forme et il travaille à la transformation du monde au service de son idéologie. Alors, justement, cette idéologie, car vous pensez que ces motivations sont idéologiques? Ces motivations sont à la fois idéologiques, évidemment aussi c'est des motivations de pouvoir personnel, oui. De pouvoir sur la société et aussi... mais pas financière, parce que tout ça lui coûte énormément d'argent. Enfin, il en a suffisamment. Mais ça lui rapporte aussi, oui. Parce qu'il investit... si on regarde... Là, en ce moment, je fais par exemple un travail justement pour le think tank Stratégica sur les événements qui ont lieu en Birmanie au moment
moment où nous enregistrons cette émission, eh bien, on voit qu'en Asie du Sud-Est, ces ONG sont très actives depuis plusieurs décennies. L'Open Society Foundations alimente tout un réseau d'ONG dans la société civile qui sont officiellement pour les droits de l'homme et pour la démocratisation du régime politique, mais qui en sous-main sont aussi reliés à tout ce qui est trafic de drogue et réseau de stupéfiants dans la région. C'est le même topo en Amérique latine. Je donne le détail dans mon livre. Voilà. Et donc en fait, on voit quelqu'un qui est, on va dire, obsédé par une idée, et il le dit lui-même, depuis que je suis tout jeune enfant, j'ai des fantasmes messianiques, c'est le terme qu'il emploie. Donc, fantasme messianique. Et vous relevez d'ailleurs, si je me souviens bien, que c'est assez curieux pour un homme qui affiche par ailleurs plutôt un athéisme ou en tout cas un agnosticisme. Voilà, c'est quelqu'un qui se dit athée, et en fait, en remontant le fil de ses inspirateurs, on voit que c'est finalement quelque chose qui rejoint assez les travaux de M. Hillard sur c'est l'idée qu'avait développée Carl Schmitt, que les idées politiques sont souvent ou généralement des idées religieuses sécularisées. Et on voit au travers de Soros que c'est le cas, et c'est cette religion sécularisée qui lui donne un peu le propulseur messianique pour changer les choses. Pour son action. Et jusqu'à son... Parce qu'on pourrait dire, oui, maintenant il est âgé, il a 90 ans et tout, mais il continue d'être très actif et aussi on va dire, à une descendance maintenant qui continue à porter le flambeau, comme son fils Alexander Soros. Je dois dire, la liste des organisations qu'il subventionne et dans toutes sortes de domaines, enfin, qui vont du combat pour l'avortement à des mouvements explicitement politiques, soi-disant pour la démocratie, etc. C'est absolument impressionnant. Depuis la fondation du réseau Open Society, dans les années, en 79, c'est, je crois, plus de 30 milliards de dollars qui a été investi là-dedans, ce qui est considérable pour effectivement maintenir tout un réseau dans les différentes sociétés civiles dans lesquelles ces réseaux comptent intervenir. Mais quand on y regarde bien, c'est au regard, par exemple, de la technologie militaire, finalement, par rapport au coût d'un avion de chasse ou des choses comme ça, c'est plus intéressant pour l'impérialisme anglo-américain d'investir dans des réseaux de sociétés civiles pour déstabiliser les régimes adverses et ensuite pouvoir les renverser. Bien sûr. Alors, vous-même, monsieur Hillard, d'ailleurs, vous n'êtes pas passé à côté, c'est le moins qu'on puisse dire, de l'aspect presque religieux de ce combat, comme en témoigne d'ailleurs le sous-titre de votre livre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce point ? Eh bien, je vais rebondir sur les propos de Pierre-Antoine Plaquevent, qui à un moment donné a parlé... il a utilisé l'expression « idéalisme pratique ». Mais en fait, c'est le titre d'un livre de Richard de Kunanovkelergy, paru en 1925, « Praktischer Idealismus », qui en fait est un livre qui annonce le travail de Soros, puisqu'il parle de favoriser l'immigration, de détruire les nations, le tout dans une gouvernance mondiale, et d'aboutir à une situation où l'esprit du brahmane et du mandarin supplante celui du chevalier. Et donc vous avez le résumé de la pensée de Soros, qui n'est que l'énième héritier d'une longue tradition bimillénaire, d'un monde rebelle à l'incarnation parce que c'est le fond de l'histoire. Et Richard Kunanovkelergy, donc je présente les principaux extraits, et dont je possède l'original Praktischer Idealismus paru en 1925, des éditions Pan-Europe. Excusez-moi de vous interrompre. Est-ce que vous pouvez dire un mot à nos téléspectateurs, parce que tout le monde ne le sait pas, très brièvement pour présenter qui était Richard Kunanovkelergy. Alors, Richard Kunanovkelergy est un métis austro-japonais. Absolument. Et donc, il appartenait au gratin aristocratique de l'Autriche-Hongrie. Et il va, à partir des années 1920, créer la Pan-Europe. La Pan-Europe
qui va avoir le soutien financier de la banque Warburg, Max Warburg, dont le frère Paul était citoyen américain, qui est à l'origine de la création de la Fed en 1913. Et donc, on voit tout le réseau. Et excusez-moi de vous interrompre, ce ne sont pas aussi les Warburg qui ont financé plus ou moins Lénine Alors, effectivement, il y a eu l'Allemagne, durant la Première Guerre mondiale, a joué un rôle. Les Warburg ont joué un rôle. De toute manière, Sutton, dont les livres sont réédités aux éditions Culture et Racines, a prouvé que, les élites anglo-saxonnes et allemandes avaient financé Trotsky et ont joué un rôle dans le communisme en 1917. Oui. Je rappelle que lorsque Trotsky est arrivé à Petrograd, l'actuel Saint-Pétersbourg, il a été accueilli au son de la Marseillaise. Et donc, ça, c'est révélateur, c'est l'esprit de la Révolution. Mais l'esprit de la Révolution de 1789, et c'est ça que j'explique dans Archives du mondialisme, qui est le tome 2. Alors, donc, le tome 1, c'est Atlas du mondialisme, donc aux éditions Culture et Racines. Le tome 2, c'est donc Archives du mondialisme, le tome 3, Sionisme et mondialisme, et là, pour les deux derniers, c'est donc édition Nouvelle Terre. Je montre que l'esprit de la Révolution, ça remonte au fond il y a 2000 ans. Et Soros n'est que le énième acteur d'une longue tradition que l'on peut déjà remarquer avec, évidemment, Richard Koudanov-Kalergi, mais Joseph Ratzinger. Joseph Ratzinger, c'est le plus important. Il est supérieur à Koudanov, supérieur à Monnet. C'est lui qui est à l'origine de la mise en place, après 1945, de tous les instituts mondialistes. Par exemple, la Ligue européenne de coopération économique créée en 1946, avec Edmond Giscard d'Estaing. Donc, c'est lui à l'origine de la création de Bilderberg. C'est lui qui a lancé en mai 1948 le Congrès de La Haye. Et donc, Ratzinger, en fait, est l'héritier d'un courant lié à la gnose, c'est-à-dire cette pensée où l'homme est le centre de toute chose. Et d'ailleurs, ils se connaissaient entre Ratzinger, Koudanov, etc. Et Koudanov, dans son livre donc Idéalisme et pratique, Praktischer Idealismus, part du christianisme comme, je le cite, un judaïsme régénéré. Et en fait, c'est l'héritage de 2000 ans de rébellion devant finalement le message de la révélation. Alors, je dois dire que ce qui est fascinant dans votre ouvrage, ce sont d'ailleurs tous les documents qui l'accompagnent, alors qui sont extraordinairement divers. Vous avez des documents qui concernent la Révolution française, vous avez des documents qui concernent les relations. Une chose qui m'a beaucoup étonné, d'ailleurs, je connaissais le projet de fusion entre la France et l'Angleterre, très officiel dans le contexte de la débâcle de 40. Ça, je savais que Churchill avait proposé, a dit aux Français, ne capitulez pas, on va fusionner nos deux pays. Et De Gaulle était partant. Et De Gaulle était partant, mais ça, les gaullistes se gardent bien de le dire. Pourtant, c'est officiel. Mais ce que je découvre, c'est que ce projet est revenu à la surface en 1950. Oui, avec Guy Mollet. Et oui, c'est un socialiste. Oui, mais enfin, un socialiste patriote, ça doit quand même pouvoir se trouver. Enfin, c'était absolument stupéfiant. Il y a eu des socialistes patriotes, mais qui ont été induits en erreur, vous savez, dans les années 30. La France adhère au Commonwealth. Oui, vous savez, n'oubliez jamais une chose. Depuis 1789, nos dirigeants sont des ennemis de la civilisation française, ont toujours été liés, en tout cas, ont eu des sympathies à l'égard de la monarchie britannique, du monde anglo-saxon. Donc en fait, depuis 1789, on devrait être un peu rodé. On a des personnages, ne serait-ce que la classe politique française en 2021, c'est une classe politique corrompue. Il y a une chose que je tiens à préciser dans mon livre Archives mondialisme, il y a une annexe exceptionnelle qui est peut-être un document clé, le document clé pour comprendre le mondialisme. Ce sont les originaux, je dis bien les originaux de 1767 et 68, trouvés par une équipe d'universitaires américains de Cincinnati, de la pensée messianique de Jacob Frank. C'est un messianiste du XVIIIe siècle. J'ai mis les originaux en hébreu. Ils sont entièrement présentés et traduits en anglais et à nouveau traduits en français. Et c'est le corps de doctrine d'un mouvement messianiste, en fait, avec un Soros qui est l'héritier de ce mouvement. Mais là, on a, j'allais dire, le Mein Kampf du messianisme. Je vois. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est de voir finalement la cohérence de vos travaux venant d'horizons très divers. Je voulais vous poser une question. J'ai remarqué que votre ouvrage, M. Hillard, s'intitule « Archives du mondialisme ». Et le sous-titre du vôtre, M. Plaquevent, c'est « Métapolitique du globalisme ». Alors, est-ce qu'il faut dire globalisme ou il faut dire mondialisme ?
Globalisme, c'est vrai que ça serait peut-être un anglicisme au départ, puisque toutes les organisations internationales utilisent le terme global au sens de mondial. Mais j'ai employé le terme de globalisme dans le sens, je parle même de globalitarisme, c'est-à-dire dans le sens d'une vision du monde et d'une politique qui veut encadrer tous les aspects de la vie. Et en fait, je montre à la fin du livre on parle beaucoup, et Soros lui-même parle beaucoup de Karl Popper comme l'un de ses inspirateurs, mais Karl Popper est l'un des pères de l'ingénierie sociale et de l'ingénierie sociale qu'il appelait progressive, par palier. Et il s'inspire aussi d'un autre personnage qui s'appelle Gregory Bateson, qui est lui aussi un des pères des recherches autour de l'ingénierie sociale dès les années 40. Donc je montre qu'en fait c'est tout ce courant de la cybernétique qui a cherché en fait une nouvelle manière de pouvoir gouverner les sociétés humaines et en fait les populations, une sorte de manière post-politique qui dissout le politique, qui dissout d'abord les États et puis le politique lui-même pour finalement trouver des ressorts pour gouverner les populations comme une sorte, c'est le terme même de Karl Popper, de human cattle, de troupeau humain. Un troupeau humain mondialisé et dont ce que l'on subit actuellement au prétexte sanitaire, la biopolitique actuelle n'est qu'un nouvel avatar de cette cybernétique, de cette cyberpolitique qui se développe depuis cette époque-là. En fait, ce qui m'a étonné aussi, métapolitique, je connaissais le terme, donc c'est ce qui est au-delà du politique, c'est ce qui aussi sous-tend le politique. Métapolitique, je croyais que c'était un terme tout à fait récent, et je vois qu'il existe déjà sous la plume de Joseph de Maistre, auteur contre-révolutionnaire du XVIIIe siècle. Mais je crois que c'est même Joseph de Maistre qui l'a introduit le premier dans la langue française, puisque lui il disait que les Allemands ont un terme pour désigner la philosophie de la politique, ils appellent ça métapolitique, et c'est un terme que nous devrions utiliser. Et je crois qu'il a raison, d'ailleurs je fais mien ce terme, parce que mon livre, je développe une approche métapolitique dans la recherche, c'est-à-dire j'essaye de voir tous les domaines qui sont impactés par le globalisme, que ce soit au niveau très pratique et jusqu'au niveau justement idéologique ou même spirituel. C'est ça qui m'a intéressé en fait. Vous dites, et vous venez de le redire, que le Covid, la crise sanitaire actuelle peut servir est une forme de prétexte pour parvenir aussi à cette gouvernance mondiale. Mais est-ce qu'on ne peut pas vous contredire en ce sens où cette crise a peut-être, à l'inverse, révélé l'utilité des frontières, des politiques nationales? On voit que les États se replient quand même sur ce qui tient bon encore, c'est-à-dire leur structure nationale, leur gouvernement propre. Je pense qu'en fait, ensuite je laisserai la parole à Pierre sur ça, mais que justement c'est employé c'est justement un outil cybernétique qui vise à détruire l'ancienne forme politique et à en créer une nouvelle. On voit actuellement par exemple sur des domaines comme le tourisme qu'on va avoir des sortes de frontières changeantes avec un Covid Pass ou des passeports vaccinaux pour se rendre par exemple entre Israël et la Grèce ou en Espagne pour aller à la plage. Donc ça c'est un outil très pratique pour reconfigurer presque en temps réel des frontières qu'on pourrait dire biopolitiques selon les intérêts immédiats des multinationales. Voilà. Et donc en fait on va avoir au contraire ça va ne faire que renforcer une forme de fausse, on pourrait dire de fausse multipolarité globaliste qui va réorganiser le monde en régions d'influence et qui va finalement faire un nouveau partage politique du monde dans lequel nous les Européens et principalement les Français nous allons perdre beaucoup. Nous sommes clairement en train de sortir de l'histoire si nous ne reprenons pas en main. Je crois que en ce moment, je fais des études sur Bill Gates, justement sur mon think tank Strategica. Bill Gates il dit qu'il faut gouverner à la vitesse de la pensée. Je crois que c'est ce qu'ils sont en train de nous faire. Et nous, qui sommes, on va dire, en phase de résistance, nous n'allons pas aussi vite qu'eux et nous devrions vraiment apprendre à penser, à résister aussi vite que notre pensée, en fait. Alors, dans de telles conditions, est-ce qu'il est possible d'inverser la vapeur? Oui. Ou est-ce que ce mondialisme, appuyé par ce que mon collègue et ami Jean-Claude Martinez appelait la planétisation d'un certain nombre de problèmes, est irréversible? Alors, je vais être direct. Pour que les choses changent radicalement, il faut la guerre. Guerre civile et guerre tout court. Vous avez actuellement un endettement planétaire qui a dépassé, je crois, le cap des 280 000 milliards de dollars.
États-Unis sont en cours d'effondrement, les États européens, les économies occidentales sont en cours d'effondrement, il y a un krach qui s'annonce, il y a une volonté de détruire le dollar, et en fait c'est voulu. J'ai publié par exemple dans Atlas du mondialisme la couverture de The Economist de janvier 1988 qui annonçait à l'horizon 2018, donc avec toujours une marge de manœuvre, une nouvelle monnaie planétaire appelée Phoenix. Et en 2019, l'ex-patron de la Banque d'Angleterre, McCartney, qui est maintenant un des membres du Bilderberg, fondé donc à l'origine par Joseph Ratzinger, la famille mondialiste existe, annonçait la fin du dollar. Donc le Covid, c'est ce que j'ai eu l'occasion de le dire un jour, c'est l'allume-gaz pour détruire les nations. Je rappelle les propos de Theodor Herzl, j'ai synthétisé ces carnets complet de 1000 pages, où il donnait une définition du mondialisme extraordinaire, en lien avec le sionisme, une humanité une, sans frontières, avec destruction du patriotisme pour les nations. Oui, mais ce qui est assez curieux, c'est que quand même ce mouvement sioniste, dont on peut penser ce qu'on veut, dans la relation avec les Palestiniens, etc., bien sûr, mais est quand même un extraordinaire, en soi, un extraordinaire retour aux sources, à des sources nationales. Vous avez des juifs de la diaspora qui se réunissent, par exemple, qui décident de se réunir dans un pays que leurs ancêtres ont quitté, Volins-Nolins, il y a plus de 2000 ans, et de reprendre comme langue l'hébreu, comme si un panel d'Européens allait habiter très loin et disait, bon ben maintenant, nous allons nous ressourcer à une source commune et parler le latin. Enfin, vous oubliez un élément. L'égalité républicaine n'est pas leur fort, c'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie. C'est-à-dire que pour eux, lorsqu'on lit les carnets de Herzl, eh bien, il y a eux et puis il y a le reste de l'humanité régi par les lois noachides. Les lois noachides, c'est la religion pour les non-juifs, c'est-à-dire pour 7,5 milliards d'habitants, c'est-à-dire le Dieu unique. Destruction en fait des principes de l'incarnation, ça c'est dit en toutes lettres. Et donc en fait l'objectif c'est de détruire les nations. Mais pour revenir à votre remarque, la situation actuelle elle est humainement sans issue. Il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se dire telle élection. Non, il y a un endettement terrible, les esprits sont empoisonnés. Il y a une déchristianisation complète, les populations européennes sont submergées par l'immigration, et ça c'est voulu, car il faut dissoudre, et je cite en particulier les propos du révolutionnaire Klotz, qui disait qu'il fallait favoriser l'immigration pour dissoudre les États, et pour créer des blocs continentaux, pour vous montrer que les mots actuels sont en fait reposent, ont des racines anciennes. Donc il faut détruire les concepts anciens. Et donc vous avez le côté temporel, si je puis dire, les politiques occidentales, et la politique de Vatican II qui a pour but de détruire les États pour créer une gouvernance mondiale avec un mysticisme, mais un mysticisme très éloigné de celui qui a été lancé il y a 2000 ans. Votre thèse est tout à fait originale. Elle est surtout sourcée. Elle est surtout sourcée. Donc, en fait, vous savez, il y a une phrase de Jean La Fontaine, l'homme est de feu au mensonge, mais de glace à la vérité. Bon, les preuves sont là, je demande aux gens, aux lecteurs, de se décongeler. Mais, et alors, peut-on éviter la guerre? Alors, alors je vois, par exemple, vous, M. Plaquevent, que vous participez à des colloques qui sont un peu l'inverse du groupe de Davos, d'ailleurs dans des endroits peut-être un peu moins huppés, puisque c'est à Chisinau, en Moldavie. Oui, voilà. Alors, est-ce que le salut viendra de la Moldavie? La Moldavie, je ne sais pas, mais en tout cas, dans ces pays-là, il y a clairement on va dire un matériau humain moins corrompu que peut-être à Davos et autour de Davos. Mais effectivement, c'est suite à la rédaction de ce livre, j'ai été invité à de nombreux colloques et j'ai toujours considéré l'écriture de ce livre comme la continuation de la politique par d'autres moyens, en quelque sorte. Et j'ai cherché aussi au niveau de réaliser un contre-idéalisme pratique, si on veut. Je pense que c'est ce que nous devrions faire. Et la crise du Covid est arrivée, je l'ai constaté, à un moment où en fait les forces conservatrices commençaient à s'organiser de plus en plus sérieusement au niveau planétaire et justement à concevoir une forme de conservatisme un peu globalisé. J'en porte témoignage. Voilà. J'ai appartenu à une formation politique dont le leader avait lancé patriotes de tous les pays, unissez-vous. Et je porte témoignage que nous avions, malgré notre réputation de soi-disant de raciste, de xénophobe,
beaucoup de visites d'Européens, d'Africains, d'Américains du Nord et du Sud qui avaient compris que défendant notre identité, implicitement, nous défendions aussi la leur. Oui. Mais totalement. Mais justement, je pense qu'il y a une forme de mondialisation des nationalismes, si on veut, qui commençait à avoir lieu et qui inquiétait aussi, on va dire, des adversaires géopolitiques et de l'Occident et de l'Europe, comme la Chine, par exemple, qui ont vu d'un très bon œil dans leur agenda de nous affaiblir structurellement avec cette histoire-là. Mais pour revenir à ce que vous disiez, est-ce qu'on peut éviter la guerre? Je ne sais pas, mais juste un aparté sur le sionisme dont vous avez parlé. Je parle de mon livre, en fait, je parle de scission, d'unité et de scission au sein du judaïsme politique, en fait. On voit que des gens comme Jacques Attali ou même des Soros ne se sentent pas concernés vraiment par ce que Soros appelle même le tribalisme sionisme, le tribalisme sioniste, en fait. Jacques Attali lui-même, une fois invité en Israël, avait dit arrêtez avec ce nationalisme, on a besoin de, je crois, 200 000 ou 300 000 conversions, 300 millions, pardon. Et donc on est là face à deux visions différentes, et je pense qu'en fait les Israéliens, comme on l'expérimente actuellement avec la campagne de vaccination forcée, qui est une catastrophe et qui conduit maintenant à un pays où il y a un passeport vaccinal qui est en train d'être mis en place, je pense que ces gens-là, comme ils ont des dirigeants qui sont dans une optique suprémaciste, sont d'abord suprémacistes avec leur propre population. Et en fait, je pense même que les nationalistes israéliens sont un petit peu la dernière ligne de front de la gentilité, de la goïtude, en fait. Et donc, ce sont les premières victimes de cette chose-là. Je rejoins les propos de Pierre-Antoine Plaquevent dans ce sens qu'il ne faut surtout pas voir le monde juif comme un monde uni. C'est ça. Il y a des factions religieuses ou laïques avec les intermédiaires, avec les lignées messianiques pour certains, et ils se tirent dans les pattes. Ou athée avec Soros. Merci beaucoup, messieurs. Le temps est écoulé, malheureusement, pour traiter de ces questions si passionnantes. Je représente les deux ouvrages qui m'ont donné l'idée de vous convier à cette émission, Archives du mondialisme et Soros et la société ouverte. Soros et la société ouverte à Culture et Racines, et Archives du mondialisme aux éditions Nouvelle Terre. Merci à vous deux, et j'espère à très bientôt.